Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode du podcast de Mélina, La tête à l'envers. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast qui tourne autour du sujet de la bipolarité puisque je suis moi-même atteinte de ce trouble et diagnostiquée depuis maintenant plus de 20 ans. Voilà, donc je vis avec, pas forcément avec grande joie et je suis pas convaincue de la suite, mais en tout cas, je vous partage ici mon ressenti, peut-être les symptômes. Aujourd'hui, on va parler plus des symptômes, des choses qui sont avant, en fait, qui sont latents, qui sont là avant même d'être diagnostiqués, avant qu'on sache exactement qu'on souffre d'un trouble et qui sont communs la plupart du temps à toutes les personnes diagnostiquées. Voilà, puis j'élargirai sur quelques idées ensuite, comme ça viendra. Pour l'instant, c'est encore, très improvisé ce podcast, mais voilà, j'espère que ça sera plus structuré par la suite. Peut-être à travers vos questions, ça serait bien qu'il y ait des questions, dans les commentaires. Peut-être les gens qui sont pas encore diagnostiqués, qui se posent des questions sur l'évolution de la maladie et comment on peut vivre, avec, en étant, pas trop, démoralisé, pas trop en détresse. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions et puis voilà, le podcast se déroulera, voilà, j'espère donc qu'il sera plus structuré par la suite et que vous poserez des questions. Moi, je serais ravie de faire des recherches et de vous faire la synthèse et l'analyse de ces recherches afin qu'on comprenne tous un petit peu mieux parce que je pense que la recherche n'est pas encore complète et que c'est en train de se faire et que faut garder espoir. Alors évidemment, il y a les médicaments, mais voilà, je pense qu'il y aura d'autres choses, notamment traiter peut-être le terrain addictif qui est très compliqué et qui est, on va le voir, est un des symptômes latents ça commence un peu par ce terrain-là. Et ça évolue par la suite, voilà. Et c'est vrai que plus on est en bas, plus on va avoir cette recherche de plaisir, de dopamine, et plus on va chercher effectivement cet exutoire dans, bon, le tabac, c'est pas le meilleur, mais voilà, ça reste un des plus addictifs, un des produits les plus addictifs. Donc ça commence en général comme ça: tabac, alcool, cannabis, bien sûr, et toutes les autres drogues après quand on va plus loin, mais c'est pas rare, voilà. Donc pour revenir sur ces symptômes, du trouble bipolaire, de ce que j'ai pu, chez moi analyser, il y a eu avant même d'être diagnostiquée, j'étais quand même une jeune fille anxieuse, donc j'avais des troubles anxieux, assez importants, je dirais anxiété généralisée. Et puis, alors les autres troubles anxieux, ça peut être des troubles paniques, des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, un stress post-traumatique dont moi il est venu, bah, je pense que de toute façon je vous ai déjà parlé de mon enfance. Alors rien de dramatique évidemment, pas de voilà, je me suis pas, faite, abuser dès l'enfance, donc effectivement, j'ai limité le pire, mais voilà, à mon niveau et selon mon ressenti, mes émotions, je pense que j'étais déjà là-dedans. Phobie sociale également, donc là, moi, dès l'adolescence, j'ai été dans ce cas, à perdre pied, à avoir peur des interactions avec les gens, voilà, à pas être à l'aise, timide, en fait, tout ça correspondait à une phobie sociale pour laquelle d'ailleurs j'ai fait une TCC il y a très longtemps. Je pense que ça mériterait encore un travail, mais c'est toujours pareil, on tourne en rond parce que quand on a des difficultés financières, on n'a pas forcément les moyens de se soigner ou alors dans les CMP, pas toujours le soin approprié, donc c'est très compliqué. Alors les troubles anxieux, le terrain addictif dont je vous parlais tout à l'heure avec moi j'ai été touchée par des troubles alimentaires, donc ça fait partie hein, de ce terrain addictif. Voilà, on recherche le plaisir à travers, on se remplit, ou alors l'anorexie, on fait l'inverse, c'est le même processus, on se vide, on se remplit, c'est la même démarche. Le terrain addictif aussi peut se manifester dès l'enfance par une découverte de son corps, comme on dit, mais autrement dit la masturbation. Et donc une addiction à ce plaisir-là, quand on cherche en fait
ce plaisir extrême là dans la masturbation, c'est qu'il y a déjà un manque, un vide autour de soi, un manque affectif, hein, quelque chose qui fonctionne pas, surtout quand c'est récurrent, quand ça devient, je vous dis, une habitude et non plus un plaisir comme ça devrait l'être à cet âge-là, plus ponctuel et voire juste dans l'imagination. Quand on touche vraiment, quand on en vient à se toucher et à chercher le plaisir par cette voie-là, voilà, il y a forcément un terrain là-dessous. Et moi, ça a été le cas, hein, ça a commencé comme ça. C'était la première découverte du plaisir extrême. Et à l'adolescence, j'ai piqué les premières cigarettes dans les poches de mon frère qui était plus âgé, qui fumait, et ça a été, j'ai détesté en plus, hein. Enfin, c'est juste que ça m'a rendue malade, j'ai eu la tête qui tournait, mais j'ai insisté, voilà, pour faire comme tout le monde, et j'ai vite, voilà, ça a été très vite une addiction. C'est vrai que le tabac, il faut pas longtemps pour tomber dedans. Alors l'alcool, j'ai découvert aussi à l'adolescence, au lycée, mais voilà, j'ai pas développé de terrain forcément addictif avec cette substance. Par contre, comme je vous disais, à l'âge de plus de 30 ans, quand j'ai découvert le cannabis, le THC, là, ça a été foudroyant. Bah, forcément, vu que ça reproduit, ça vous met un shoot de dopamine, ce que je recherchais et ce que j'avais dans les phases maniaques. Donc, en fait, étant donné que ça mime exactement cette phase où on est si bien, je suis tombée dedans direct. Et heureusement, mon cerveau était, j'avais plus de 25 ans, donc mon cerveau était normalement entièrement constitué. Donc, je pense pas trop de dégâts à ce niveau-là, mais un dégât psychologique et une impossibilité de me sevrer complètement sur le long terme. Je n'y parviens pas. Donc, là, il y avait vraiment, enfin moi voilà, terrain addictif, trouble anxieux, clairement oui. Après, bah, oui, ce terrain addictif, il vient forcément d'une fragilité, psychique, que ce soit une introversion, la dépression, une mauvaise estime de soi et les traumas, comme je vous le disais, tout à l'heure. C'est vrai que moi, je corresponds encore une fois, je coche presque toutes les cases de l'introversion, de la dépression, la mauvaise estime de moi et les traumas. Donc voilà, c'est comme si, il était presque prévu pour moi, mon destin était que je serais, addict au plaisir, aux substances un peu, même illicites. Donc je déteste cette idée de fatalité, mais il faut croire que soit ma génétique, soit l'éducation, le comportemental, le social m'a poussée, là-dedans, et honnêtement, j'ai du mal, à me sortir de cette spirale, je vous l'ai déjà dit, je le redis. Voilà, les autres symptômes, effectivement, du trouble, bipolaire, bah, c'est souvent une dépression, bah, dès l'adolescence, hein. Moi, ça a été le cas, j'ai très vite, été en confrontation avec ma mère, mal dans ma peau, je savais pas quoi faire. J'écrivais mon journal intime, heureusement, mais c'était le seul exutoire. J'avais des amis à l'époque, hein, j'étais bien entourée. C'était pas ça le problème, mais voilà, mon corps, j'étais mal avec moi. Vraiment une dépression, je pense, hein, parce que on m'a pas diagnostiqué à l'époque. Je voulais pas voir de psy. C'était un rejet total. Mais par contre, il est clair que c'était déjà les prémices en fait de ce qui allait m'arriver après. Et à l'inverse, les symptômes de ce qu'on appelle la manie, ça va être évidemment l'inverse, c'est-à-dire une exaltation, l'impossibilité de dormir, donc des insomnies, une pensée rapide, une diction rapide également, on appelle ça la logorée, une hypersensorialité. Alors moi, je le ressens plus. C'est vrai qu'en vieillissant, les phases maniaques, elles changent. Mais les premières, c'est vrai que je ressentais, davantage les odeurs, je voyais des choses, des signes, je parlais chaque fois: «Ah, c'est un signe», j'en voyais plein, des synchronicités, vous voyez? Et j'étais, très sensible, aux sons, aux odeurs, à ce que je voyais, à ce que j'entendais, enfin tous les sens sont en éveil. Et et on peut avoir jusqu'à cette hypersensorialité peut nous amener à avoir des hallucinations visuelles ou olfactives, ce qui a été mon cas. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir des odeurs dans le nez, puis d'imaginer, de revoir, des images. Enfin, c'est très difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui est fugace, qui vient, qui s'en va, c'est éphémère.
on en garde juste une trace, donc après c'est très difficile d'en sortir des mots. Après, au niveau visuel, bon, celle que j'ai eue, elle est tellement flagrante que ça, je m'en rappelle très très bien et j'aurai tous les mots pour la décrire. J'étais en voiture avec deux amis. On était dans mon village d'enfance, de là où je suis née. Et j'ai aperçu sur le bas-côté un panneau d'indication routière qui n'existait pas hein, du tout. Hein. C'était pas, je ne l'ai pas déformé, je l'ai juste inventé. Et c'était un panneau triangulaire avec un liseré rouge, donc c'était attention danger. Et au milieu du panneau, il y avait le sigle euro. Donc voilà, ça c'est longtemps resté dans ma tête à essayer de l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention danger, argent. Bon, c'était pas très compliqué de prévoir mes difficultés financières déjà à l'époque. Mais bon, mon cerveau a créé cette image-là et je suis revenue après sur les lieux pour être sûre qu'il n'y avait plus le panneau et il n'y avait rien du tout. Donc c'était bien une hallucination. Voilà, donc tous les symptômes, je vous les ai décrits. Il y en a sûrement d'autres, mais moi, je vous parle des miens en tout cas. Donc, si vous êtes diagnostiqué et que vous avez eu d'autres symptômes avant d'être diagnostiqué, oh là là, j'ai du mal à parler, je suis désolée. N'hésitez pas à nous les transmettre en commentaire, comme vous le souhaitez, voilà. Et si vous n'avez pas déjà été diagnostiqué, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, j'espère que la communauté va se créer. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter, mais surtout à vous abonner, de façon à ce que la communauté grandisse et qu'on puisse se répondre les uns aux autres et s'apporter de la force et de l'amour. Voilà, donc bon, après j'ai lancé des mots comme ça va m'aider peut-être à compléter ce podcast. Je sais pas vous, moi j'en suis toujours au point mort concernant le travail. Il y en a, j'en connais, hein, des bipolaires qui ont laissé tomber ce combat, qui arrivent à s'en sortir avec les aides, la hache notamment. Et voilà, donc tant qu'ils s'en sortent, effectivement, je comprends qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs. Sauf que moi, le travail, c'est pas juste financier, c'est aussi la stimulation intellectuelle. Ça me manque, moi toute seule, j'arrive pas. Je lis, hein, c'est pas ça le problème, je lis des romans, mais j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre. Là, je vous avoue que depuis, ça fait plus de 3 ans que j'ai plus de travail. C'est juste une catastrophe pour le moral. Je manque d'entourage et de stimulation intellectuelle. Donc voilà, le travail. Dites-moi vous où vous en êtes. Je sais qu'il y a beaucoup quand même de bipolaires qui arrivent à travailler, à tenir un travail, CDI, il n'y a pas de problème, même si l'image qu'on a des bipolaires, c'est plus des gens qui ne travaillent pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent, donc bravo à vous et n'hésitez pas à partager votre expérience. Après, je voulais vous parler aussi du syndrome de référence. C'est mon psychiatre qui l'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. C'est en général, je crois qu'on appelle ça un prodrome de la phase maniaque. Et effectivement, c'est quand on commence à tout revenir à soi et qu'on a l'impression que les regards sont portés vers nous. Et bien sûr, syndrome de référence, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que on se sent au centre de tout. Et c'est vrai que quand je décris ça à mon psychiatre, en général, il s'alerte, c'est une alerte pour lui. Et en général, il me prescrit, il me remet sous neuroleptique pour pallier cette phase-là et éviter que ça aille trop loin. Ce qui, en général, me vexe ou me contrarie beaucoup. Parce que quand j'en suis déjà à ce stade-là de syndrome de référence, je suis déjà très bien dans mon ressenti et j'ai aucunement envie d'arrêter cette phase-là. Donc voilà, d'où ma contrariété à chaque fois qui me parle de ça. Voilà, les émotions. Dites-moi vous aussi si c'est un problème majoritaire dans vos troubles. Moi, la gestion, c'est la colère et la tristesse, hein, c'est-à-dire que la colère étant triplée, quadruplée, décuplée par les phases, oui, c'est plus quand je suis en hypomanie ou en manie ou sous cannabis que je suis plus irascible et que je gère pas du tout ma colère, notamment vis-à-vis de ma relation avec mon fils de 11 ans. Donc c'est très compliqué cette gestion-là des émotions. J'ai toujours pas trouvé la solution, je la cherche. Voilà, la méditation, tout ça, j'essaye de me calmer, d'être zen, mais voilà, il n'y a rien à faire.
c'est très compliqué pour moi. La tristesse, pareil, décuplée au maximum. Donc voilà, je jongle entre les deux, extrême colère, extrême tristesse, extrême joie, extrême tristesse, toujours pareil. Donc voilà, cette espèce d'ascenseur émotionnel est très compliqué à gérer. Je pense que pour vous aussi. L'anxiété sociale, évidemment, n'a pas. Alors, il y a des fois, je suis. Mais bon, en général, c'est quand je fume du cannabis que je me sens plus à l'aise avec les autres, mais c'est qu'un leurre. Mais c'est plus agréable parce qu'effectivement, on se sent mieux et on se sent forte et, euh, et puissante, oui, c'est le mot. Mais en tout état de cause, l'anxiété sociale est toujours présente. Ça m'arrive souvent de me dire, mais qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Je suis nulle, voilà. Donc on se déprécie tellement qu'on appréhende vraiment. On a l'impression que les autres sont toujours mieux que soi. On les admire. Je déteste, hein, à 47 ans, je me dis, il serait temps d'avoir de se sentir sûr de soi, de ses valeurs, de ce qu'on peut, de qui on est. Et pourtant non, j'oublie tout le positif au fur et à mesure, j'efface tout ça et je ne vois que mes failles, je ne vois plus que ça. Donc ouais, la phase de down là, elle n'en finit pas, c'est compliqué. Donc un peu de force me fera pas du mal. J'espère que vous êtes dans une autre phase, pas dans celle-là. En tout cas, j'ai même du mal à parler, vous voyez. Pourtant, il est 13h33, hein, je devrais être dimanche en pleine forme, mais c'est difficile. Voilà. Le sommeil, alors là, n'en parlons pas. En ce moment, bah, quand je vais pas bien, c'est des fuites dans le sommeil. J'arrive pas à me lever le matin, quoi. Pourtant, je relis mes journaux. Il y a des moments où, voilà, à 8h, 9h, j'étais debout, j'arrivais à me lever. Mais là, depuis que, bah, je crois que oui, j'avais dû le dire dans un autre podcast, j'ai perdu mon permis récemment. Et là, la privation de liberté, alors il y a les bus, il y a les tramways, d'accord, hein, mais non, je suis totalement ravagée là, j'arrive pas à me relever. Donc je dors. Voilà, j'ai beau me réveiller, je me rendors jusqu'à des heures. Enfin, c'est juste impossible. Donc voilà, je voudrais retrouver mon rythme à me lever. Je sais pas, j'essaye le soir de me dire, mais qu'est-ce qui pourrait te faire lever le matin? Alors je pense à des trucs, faut parler le lendemain matin, c'est déjà oublié et je fuis, je fuis, je fuis, je fuis. Donc je déteste. Mais voilà. Hein, on n'aime pas être malheureux, on n'aime pas être triste et pourtant on ne trouve pas les solutions pour s'en sortir, on fait ce qu'on peut. Je sais que chaque petite action est une victoire. Là, j'ai passé le balai, mais bon, c'est pas une victoire non plus extraordinaire, mais c'en est une quand même parce que voilà, quand on n'est pas bien, le moindre truc qu'on fait, ben il faut s'en satisfaire parce que on gravit pas des montagnes d'un seul coup. Il faut y aller par étapes, par paliers. Donc je fais ce que je peux, comme beaucoup d'entre nous, voilà. La culpabilité également, c'est un autre mot que j'avais mis parce que c'est vrai que c'est épuisant de se sentir toujours coupable bah, de tout, de notre vie dissolue, de ce qu'on fait vivre à nos familles, de ce qu'on a fait vivre à nos amis. Moi, j'en ai perdu quelques-unes, des copines, voilà, qui n'ont pas supporté, je pense, mon obstination à prendre le mauvais chemin et je continue d'ailleurs à le prendre. Donc, mais malgré tout, j'ai trouvé une amie, une autre amie qui, elle, comprend beaucoup plus déjà, qui ne me juge pas et qui, voilà, continue à me joindre, à me proposer des sorties. Et je lui en suis extrêmement reconnaissante parce que sans elle, je serais vraiment très, très isolée et je pense que ça serait d'autant plus difficile. Voilà, relation sentimentale, oui, pareil, très compliquée. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil un petit peu, hein, j'en fais pas une affaire personnelle. Mais avec un trouble bipolaire, bah déjà, il faut pas le dire dès la première rencontre, dès les premiers échanges. C'est pas hyper vendeur hein, comme maladie. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter. Bon, j'ai rencontré des gens comme ça, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Est-ce que c'est mes troubles? Est-ce que ce sont mes troubles qui posent un problème? J'en suis même pas sûre. Voilà, mais
sur des personnes, pas fiables, enfin qui cherchent des choses pas les mêmes choses que moi, qui n'ont pas les mêmes attentes. Il y a beaucoup de personnes qui se disent vouloir rechercher des relations sérieuses et au final, on se rend compte que ils prennent les choses à l'envers, quoi. Ils veulent d'abord, la relation physique et éventuellement la relation sérieuse si jamais ça se passe bien. Moi, je prends pas les choses comme ça. Je constate quand même qu'il y a des hommes qui voient les choses de la même façon que moi, donc je suis rassurée. Il n'y a pas que, voilà, c'est une immaturité sûrement. Ils sont pas encore prêts et pas encore totalement matures, peut-être pas encore remis de leurs échecs passés, je n'en sais rien. Voilà, bah écoutez, j'ai fait quand même j'ai eu le tour de ma page de ce que j'avais écrit. Je suis désolée pour les problèmes d'élocution, je n'ai rien consommé, c'est pas ça le problème, mais ça doit faire un petit moment là que j'ai pas parlé à quelqu'un. Donc voilà, j'ai peut-être du mal à m'exprimer. En tout cas, j'espère que vous avez quand même, vous voyez, c'est le cas là maintenant. J'espère que vous avez quand même apprécié ce contenu et qu'on va continuer. Je vais essayer de faire des recherches parce que maintenant, je vous ai parlé de mon expérience en long, large et en travers. Le but, ce serait que je fasse des recherches, mais ça serait bien que j'ai des questions, des commentaires ou des réactions pour pouvoir faire des recherches ciblées sur vos besoins et pas partir voilà, sur quelque chose. Enfin, j'attendrai effectivement d'avoir des questions ou des sujets ciblés pour en refaire un. Ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end si vous écoutez ce podcast le jour même de sa publication. Et sinon, une bonne fin de journée si vous l'écoutez n'importe quand. Et une bonne nuit si vous l'écoutez la nuit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bye bye!